Cette semaine, dans Afrique, nous irons en Afrique du Sud, où des centaines de prisonniers noirs demandent l'amnistie de leurs crimes perpétrés à la fin de l'apartheid. Des braquages et des meurtres commis selon eux pour lutter contre le régime raciste blanc. Nous vous emmènerons ensuite à Makwasha, en République démocratique du Congo. Ici, le tourisme se développe grâce aux peintures des femmes sur leurs cases. Enfin, nous vous présenterons Deirdre Larkin. À 85 ans, cette Sud-Africaine a déjà remporté 500 médailles alors qu'elle a commencé la course il y a à peine 7 ans. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Une force anti-djihadiste conjointe entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie va être créée. Les pays du G5 Sahel réunis à Bamako apporteront chacun 10 millions d'euros qui s'ajouteront aux 50 millions promis par l'Union européenne. La France y contribuera elle aussi. C'est ici que se joue la sécurité du continent africain et plus largement la sécurité d'une bonne partie de notre planète, y compris de l'Europe. Au total, sur le volet militaire, c'est un effort équivalent à plus de 8 millions d'euros que nous consacrons d'ici la fin d'année 2017. La veille, la principale alliance djihadiste du Sahel, liée à Al-Qaïda, a diffusé une vidéo montrant 6 étrangers enlevés au Mali et au Burkina Faso entre 2011 et 2017, dont la Française Sophie Pétronin. Le terrorisme djihadiste a d'ailleurs été l'un des sujets à l'ordre du jour du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba, principalement axé sur les questions de paix et de sécurité sur le continent. 9 personnes ont été tuées dans le sud-est du Niger dans une attaque attribuée à Boko Haram et 37 autres ont été kidnappées. Les forces nigériennes recherchent toujours ces 37 mineurs, 26 filles et 11 garçons enlevés par le groupe djihadiste. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a accueilli au Caire ses homologues d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de Bahreïn. Ils ont décidé de poursuivre le boycott du Qatar, qu'ils accusent de soutenir le terrorisme et d'entretenir des relations trop étroites avec l'Iran. Une mine d'or illégale s'est effondrée dans l'ouest du Ghana au moment où les mineurs remontaient à la surface. 17 d'entre eux sont toujours portés disparus. Voici le clip de Bobi Wine, très populaire en Ouganda. Celui qu'on surnomme le président du ghetto vient de devenir député. Il a changé de style vestimentaire, mais se veut toujours le représentant des laissés-pour-compte. Bobi Wine a connu la vie du ghetto. Alors je m'attends à un gros changement lorsque Bobi Wine entrera au Parlement afin qu'il s'adresse aux gens du ghetto et des pauvres, et surtout les jeunes. Enfin libre, ou presque. Après 27 ans derrière les barreaux, Kenny Motsama est rentré chez lui avec un bracelet électronique. Condamné à la prison à vie pour le meurtre d'un policier blanc en 1989, il considère son crime comme politique. Je n'ai pas éprouvé de remords d'avoir tué cet homme. Aucun homme blanc n'est jamais venu au gouvernement ou à la télévision pour dire « Nous sommes en démocratie, nous en profitons tous et nous avions tort de vous oppresser. Nous avons tué, massacré beaucoup de Noirs et nous présentons nos excuses pour ce que nous avons fait. » Kenny veut désormais se consacrer à son entreprise, mais aussi se battre pour l'amnistie de ses camarades de lutte. Pendant la période trouble de la fin de l'apartheid, la branche armée clandestine du Congrès panafricain refuse la réconciliation en douceur voulue par Nelson Mandela. La violence continue, et plus de 20 ans après, des centaines de personnes sont toujours incarcérées. C'est une injustice. Les juges devraient reprendre ces affaires depuis le début avec un œil neuf et les considérer comme des prisonniers politiques, parce que leurs actes étaient fondés sur la conviction qu'ils changeaient la société. Tato a grandi au rythme des visites en prison pour voir son père, Percy Tchepape. Militant anti-apartheid, il a été arrêté en 1997 pour un braquage meurtrier. Tato ne digère pas que Eugene de Kock, haut gradé de l'apartheid, ex-chef des escadrons de la mort, ait bénéficié en 2015 de la libération conditionnelle. Elle craint que son père ne soit battu en vain.
Regardez où nous en sommes. C'est tellement triste tous ces gens encore en prison comme mon père. Ils se sont sacrifiés pour rien, à moins que le changement soit encore à venir. Je ne sais pas. Mais au vu de la situation aujourd'hui, ça ne valait pas le coup. Le gouvernement a lancé en 2007 un programme de grâce des crimes politiques. Mais sur 2000 demandes, seuls 39 détenus ont été relâchés pour l'instant. Pas d'électricité dans ce village au sud de la République démocratique du Congo, mais des peintures qui valent de l'or. Depuis des générations, ces villageoises profitent de la saison sèche pour décorer leurs cases de scènes de la vie quotidienne. Il y a quelques années, le directeur de l'Institut français local, tombé par hasard sur cet art, décide de le faire connaître. En 2014, des villageoises sont invitées à Paris, où elles vendent pour 60 000 $ de toile. Par la grâce de cette peinture, ça nous a permis d'arriver à Paris et expérimenter nos œuvres d'art. Et je crois que dans l'avenir, peut-être ça peut bien payer, il y aura d'autres projets qui vont venir. Une pompe d'eau potable a pu être installée, et le village touche 10% des 300 $ payés à l'agence de voyage par la centaine de visiteurs venus admirer les peintures. Mais le tourisme n'en est qu'à ses débuts dans cette région minière du Congo, qui souffre de sa mauvaise réputation. Le Congo est vaste. S'il y a la guerre au nord, c'est 4000 km, mais aussi il n'y a pas de guerre. Et donc il y a des gens qui vont donc en Israël, où il y a des attentats, des bombes, tout ça, mais ils vont faire le tourisme. Il y a des milliers qui y vont. Pour faire fructifier l'art de la région, ce tour opérateur table aussi sur la malachite, très répandue dans les environs. L'arrivée d'entrepreneurs chinois amateurs de souvenirs a relancé les ventes, mais la crise politique que traverse le pays depuis plusieurs années en décourage plus d'un. Déjà que le marché est très difficile ces derniers temps. Vous savez, avec tout ce que le pays traverse, on a du mal. Les touristes n'arrivent pas à venir ici. Autre frein, les lourdeurs administratives, comme pour obtenir un visa. Mais les professionnels sont optimistes. Pour eux, certains défauts peuvent devenir des atouts. Quelqu'un qui vient avec cette très belle 4x4, très dure, vous allez l'essayer sur une mauvaise route. C'est très joli. S'embourber, c'est désembourbé, c'est déjà une forme de tourisme. À Makwacha, un projet de construction de cases peintes pour loger les touristes est en cours, avec l'espoir d'attirer plus d'amateurs pour une visite couleur locale. Casquette vissée sur la tête, Deirdre Larkin est prête à braver le froid de l'hiver sud-africain. Il est 6 h du matin et elle est au départ d'une course de 10 km à Pretoria. Fondue dans la masse, elle ne passe pourtant pas inaperçue. Du haut de ses 85 ans, elle est la record woman du semi-marathon dans la catégorie des plus de 80 ans. Quand les gens me dépassent, parce que beaucoup de gens me dépassent, ils me saluent, ils me disent « Bonjour, on t'a vu dans l'émission Carte Blanche, on t'a vu à la télé. C'est toi qu'on a vu à la télé ?» Mais sinon, vous savez, on n'a pas le temps de discuter plus longtemps, parce que tu as besoin de garder ton souffle pour la course. Peu avant ses 70 ans, son médecin lui diagnostique de l'ostéoporose. Après plusieurs années de traitement et après s'être essayée au yoga, sans succès, elle découvre avec son fils la course à pied. 7 ans plus tard, elle court 8 km, 3 fois par semaine, dans les rues de son quartier de Johannesburg et enchaîne les compétitions. Je n'ai jamais pensé à mon âge, j'avais juste envie de courir. Ce sont les gens qui me disent tout le temps « Tu es vieille, tu es vieille ». J'y pense maintenant, mais avant ce n'était pas le cas. Je me sens plus vivante, j'ai plus d'énergie. La vie de l'octogénaire ne se résume pas au marathon. Ancienne pianiste de concert, elle dispense des cours tous les après-midi dans un lycée privé de Johannesburg. Là aussi, la rigueur est de mise devant des élèves impressionnés. Après le cours, je suis souvent fatiguée parce qu'il dure longtemps. Des fois, on a des discussions où elle me motive. Ça me rappelle ses exploits et ça me fait penser que je peux aussi accomplir tout ce que je veux dans la vie parce qu'elle défie le destin. L'année dernière, Deirdre a participé à 65 courses, dont plusieurs semi-marathons. Elle espère continuer à courir aussi longtemps qu'elle pourra. Chapeau à plumes et tenue extravagante, les spectateurs de la Durban July sont venus assister à la plus grande course hippique africaine de l'année, mais la plupart étaient surtout là pour être vus à l'un des événements mondains les plus prisés du continent. Dans notre prochaine édition, nous vous présenterons les hommes sandwich nouvelle génération. Au Libéria, des dizaines de jeunes hommes louent leur corps comme espace publicitaire. À la semaine prochaine.